Vous êtes allongé sur un matelas de paille, dans une chaumière de pierre mal isolée, quelque part dans le Yorkshire, en plein hiver 1347. Le vent s'infiltre par les interstices du bois. Votre souffle se condense en nuages éphémères dans l'air glacial. Le plaid de laine rugueuse vous recouvre. L'odeur de la fumée et de la terre mouillée se mêle à celle de vos vêtements, rarement lavés. Puis, vous sentez la main calleuse de votre mari chercher la vôtre sous la couverture. Un geste tendre, timide, volé entre deux souffles délicieux. Mais ce moment fragile est brutalement interrompu par la toux humide de votre belle-mère, endormie à moins d'1 mètre. Vos 2 jeunes enfants, dans le même espace confiné, gigotent doucement, cherchant un peu de chaleur. Et, dans un coin, la truie gestante, source de vie et de nourriture pour les mois à venir, grogne doucement, comme si elle pressentait son rôle crucial. Ce tableau, si domestique et pourtant si radicalement différent de nos standards actuels, incarne l'intimité médiévale. Ces instants volés, ces souffles partagés dans le silence d'un feu qui s'éteint, dévoilent une réalité où l'intime ne signifiait pas isolement, mais présence collective. Chacun sait que chaque geste, chaque caresse, chaque soupir est presque toujours observé. L'idée même d'un espace privé, fermé, personnel, aurait semblé absurde à un paysan du XIVe siècle, aussi inconcevable que de voler vers la lune. Et pourtant, malgré cette promiscuité forcée, les couples trouvaient des chemins vers l'intimité, construisaient leur amour avec les outils du quotidien. Si vous appréciez ces histoires méconnues du passé, n'hésitez pas à appuyer sur « J'aime », à vous abonner à Historien Silencieux et à laisser un commentaire pour me dire d'où vous me suivez. Ce lien, tissé au-delà des siècles, entre vous ici et moi là, me fascine. Ensemble, nous découvrons ces récits oubliés, portés par la curiosité. Merci. Dans cette unique pièce, il n'y a pas seulement vous et votre mari, mais peut-être jusqu'à 10 personnes, réparties sur 3 générations. Le père de votre mari, vieillissant et raide d'arthrite, tient naturellement l'endroit près de l'âtre, quête des dernières braises. L'oncle célibataire dort près de la porte, prêt à défendre la maisonnée contre toute intrusion. Si vous êtes parmi les plus chanceux, peut-être 2 serviteurs dorment dans l'étable, au chaud, lorsque les nuits sont clémentes. Mais lorsque l'hiver se fait rude, eux aussi se glissent dans cette pièce à peine plus vaste qu'une chambre d'appartement moderne. Dans ce labyrinthe humain pourtant, l'amour persiste. Les gestes tendres se glissent entre les ronflements, les regards échangés entre la pile de couverture, les soupirs partagés dans le creux d'une allée sombre. Ici, la séduction se vit en acte postposé, codé, discret. Effleurer la main de celui qu'on aime en servant la chope de bière, un clin d'œil complice vers la lueur orangée du brasero, une phrase légère sur la vermine du coin de la paille. Ces signaux, opaques aux autres, remplis de sens pour les destinataires, permettent de maintenir intacte la flamme de l'amour dans les regards extérieurs. Ce quotidien impose un véritable apprentissage. Savoir danser entre désir et pudeur, organiser ses instants d'intimité selon les saisons, respecter les rythmes de travail, de prière ou de jeûne. À l'époque, la religion régente tout. Le mariage n'autorise l'amour charnel qu'entre époux et pour la procréation. Les gestes affectueux en public sont mal vus. Le lit conjugal doit rester discret. On ne s'aime qu'à certains moments choisis, ni le mercredi, ni le vendredi, ni le dimanche. Seuls 4 jours dans la semaine sont permis. L'Advent, le carême, les fêtes religieuses demandent même une abstinence plus longue. La femme enceinte doit parfois s'abstenir quand le ventre se gonfle, et après l'accouchement, 40 jours de purification l'interdisent à nouveau. Ces contraintes religieuses façonnent une intimité presque rituelle, précieuse parce que codifiée. Pour beaucoup de femmes,
c'est la sage-femme qui devient la confidente des thèmes les plus délicats: contraception, positionnement, moments propices, des conseils murmurés dans l'obscurité d'un accouchement, alors que le mari attend dehors. C'est un savoir transmis de mère en fille, un réseau discret mais essentiel dans un monde où l'Église condamne officiellement toute forme de contrôle de la fécondité. Et pourtant, la vie suit son cours. Les saisons rythment les occasions, les chevaux dehors, les champs encore vides ou occupés offrent des parenthèses clandestines. Au printemps, la lumière revient. On part vérifier les provisions ou traire la truie. On s'éclipse dans les contreforts du bois. L'été donne ses heures de chaleur et de solitude, même si les récoltes rassemblent du monde. L'hiver, froid et obscur, pousse à se serrer, à partager la chaleur humaine malgré les vêtements et le gel. Tout cela, vous l'avez appris sans manuel, en observant votre mère, en écoutant les conseils feutrés de la sage-femme, en devinant les signes de complicité dans le silence du foyer. L'intimité médiévale n'est pas une histoire d'alcôve verrouillée, mais la capacité à créer un espace réel, malgré le tumulte, à préserver un lien visible seulement pour ceux qui savent lire entre les gestes. Bien sûr, le lit n'est pas le luxe moderne. Un banc, une paillasse sur pieux pour éloigner les rongeurs, de la paille ou des vieux tissus, recouverts d'une toile grossière de lin ou de jute. Parfois, on partage même les draps entre plusieurs lits. Mais on s'y love malgré tout, avec un désir aussi fort pour la survie que pour l'amour. Dans cette chaumière unique où vous vivez, chaque recoin est habité, chaque souffle partagé. L'idée qu'un couple puisse s'isoler, ne serait-ce qu'une heure, est étrangère. Les enfants dorment souvent jusqu'à l'adolescence aux côtés de leurs parents. Les concepts modernes de chambre d'enfant ou espace personnel n'existent pas. Les plus jeunes, bercés par l'habitude, ne remarquent sans doute rien des subtilités de la vie conjugale, mais les aînés, eux, apprennent très tôt à détourner le regard, à fermer les yeux, à se faire sourds et invisibles au moment où l'intimité devient palpable, mais doit rester non dite. La communauté surveille aussi. Les voisins entendent tout à travers les murs minces et parfois même les servants, logés sous le même toit, participent involontairement à ce ballet silencieux où chacun tente de protéger la pudeur de l'autre. Les tentures épaisses, rares mais précieuses, deviennent alors des remparts. Elles ne bloquent pas vraiment le son, ni ne garantissent l'intimité, mais offrent un refuge psychologique, un cocon imaginaire où l'on peut prétendre être seul. Dans ces conditions, chaque caresse devient un art, chaque étreinte une chorégraphie étudiée, où la discrétion prime. Les corps eux-mêmes sont marqués par le labeur et la rudesse de l'époque. Vêtements jamais vraiment retirés, qui servent de protection contre le froid, de jour comme de nuit. Peau rarement lavée, où la sueur, la cendre et la poussière se mêlent. Pourtant, dans cette rudesse se niche une tendresse profonde. Le simple fait de partager la chaleur corporelle dans la nuit glaciale, de se frôler sans éveiller les autres, devient une déclaration silencieuse d'amour. La temporalité, elle aussi, influe sur ces relations intimes. Sans horloge, la vie est réglée par le cycle du soleil et les cloches de l'église. L'aube sonne le réveil et annonce la fin des possibles moments privés. Les vêpres marquent le crépuscule, période propice à ces échanges subtils, lorsque la maisonnée se calme, mais que l'obscurité totale n'a pas encore enveloppé la pièce commune. Ces repères rythment les possibles rendez-vous secrets du couple, souvent limités, toujours précieux. Le rôle des saisons est fondamental. Le printemps réveille les corps, avec ses travaux des champs partagés et ses herbes fraîches. On se touche par nécessité. Tendre une corde, soulever un panier de provisions, s'essuyer le front après la plantation. Autant de gestes quotidiens qui se chargent de sensualité implicite. L'été,
plus lumineux, laissent moins de place à l'intimité nocturne, mais offrent des heures de solitude relative sous prétexte d'aller récolter loin des regards. L'automne impose son rythme. Les moissons sont harassantes et la fatigue laisse peu de place au désir. Et l'hiver, implacable, réunit les corps sous des couches de tissu épais, où la chaleur partagée devient d'abord un acte de survie. La religion vient encore ajouter à cette complexité. De nombreuses journées sont interdites à l'amour charnel, même entre époux. Les périodes de jeûne et de pénitence jalonnent le calendrier, réduisant davantage les opportunités. Ces restrictions religieuses, cependant, créent aussi une attente, une tension latente qui donne un relief particulier aux retrouvailles, une forme d'intensité qui transcende parfois les contraintes elles-mêmes. Dans cette organisation rigide, la sage-femme se révèle souvent un personnage clé. Elle détient dans sa mémoire et ses savoirs transmis oralement les secrets des cycles féminins, des plantes capables de prévenir une grossesse, des positions permettant de favoriser ou éviter une conception. Son rôle est celui d'une confidente, d'une conseillère discrète dans un monde où l'Église condamne officiellement ces pratiques, mais où la réalité de la vie quotidienne impose des accommodements silencieux. Mais il y a aussi des obstacles plus intimes encore. La maladie, sans médecine moderne, la santé fragile d'un enfant, les fièvres, les blessures de la terre ou de la forge, la toux qui s'éternise. Tout cela vient troubler, suspendre, parfois briser la fragile routine de l'intimité conjugale. La mortalité infantile, omniprésente, impose au couple des deuils répétés, et pourtant la vie continue. La présence même de ces enfants disparus est parfois inscrite dans le rituel du soir. On évoque leurs souvenirs, on serre l'autre plus fort dans la nuit froide, comme pour conjurer le chagrin. Le contexte social crée une autre série de contraintes. L'honneur familial compte plus que tout. Les ragots, redoutés. Les gestes visibles doivent rester mesurés. La réputation d'une famille repose sur cette apparence de retenue. Et pourtant, les époux trouvent des moyens détournés pour se retrouver. Des mots codés, échangés à table, une tâche ménagère accomplie à deux dans un coin reculé du jardin, un regard prolongé au coin du feu. Et puis, il y a le rythme des visiteurs. Amis, voyageurs, travailleurs saisonniers. Le devoir d'hospitalité, sacré, impose souvent de partager son espace avec des étrangers, d'accueillir sans réserve, repoussant encore plus loin les maigres instants d'intimité. Mais là encore, les couples apprennent à composer, à patienter, à cultiver un langage secret, fait de gestes infimes et de silences éloquents. Ainsi se dessinait l'amour médiéval. Au milieu des corvées, sous l'œil des enfants et des anciens, encadré par les dogmes et les saisons. Ce n'était pas un amour spectaculaire, ni un feu passionnel comme dans les chansons des troubadours, mais une affection patiente, robuste, façonnée par la nécessité et l'endurance. L'espace restreint de la maison médiévale ne permettait pas seulement à l'intimité de s'exprimer discrètement, il façonnait également les relations entre générations. L'épouse était rarement seule avec son mari. Même lorsqu'ils partageaient leur lit, d'autres dormaient tout près, dans des coins de la pièce, derrière un rideau ou contre le mur de pierre. La communauté des corps imposait une communauté des sons, des odeurs, des gestes. Tout était partagé, tout était vu, entendu ou deviné. Pourtant, dans cette promiscuité, les époux développaient des formes d'affection souvent invisibles à l'œil extérieur. Le soin apporté l'un à l'autre, par exemple, lorsqu'une blessure ou une maladie frappait. Les traitements médicaux, rudimentaires mais essentiels, permettaient à l'amour de s'exprimer dans la plus grande simplicité. Retirer délicatement une écharde, appliquer une décoction d'herbe sur une brûlure, tresser les cheveux infestés de poux, autant de gestes qui,
sous couvert de nécessité, devenaient des preuves de tendresse discrètes et précieuses. Dans la cuisine, autre lieu central, l'intimité trouvait aussi sa place. Préparer ensemble une bouillie, goûter une tranche de pain à deux, partager un morceau de lard, tous ces actes anodins devenaient des langages silencieux. Nourrir l'autre, dans ce contexte où la faim menaçait souvent, c'était aussi aimer. Mais l'amour médiéval ne se résumait pas à ces actes du quotidien. La littérature, à travers la poésie courtoise, entretenait un idéal romantique qui contrastait fortement avec la réalité vécue. Les chansons des troubadours parlaient de passions sublimes et de quêtes héroïques, quand les couples, dans la pénombre de leur chaumière, luttaient contre la fatigue, la pauvreté et l'usure du temps. Cette dualité n'était pas sans effet. Elle nourrissait des rêves, elle inspirait parfois des gestes plus doux, mais elle rappelait aussi la distance entre l'idéal chanté et la rudesse des jours. Les codes religieux renforçaient cette dualité. L'Église prônait un mariage sacrement, à la fois union des corps et des âmes, mais aussi cadre d'obligations précises. Procréation avant tout, abstinence pendant les périodes de jeûne, soumission de l'épouse aux besoins raisonnables de son mari. Ces règles théoriques étaient ajustées en silence par la pratique quotidienne. Chacun trouvait ses compromis pour que l'amour subsiste sans défier ouvertement les prescriptions morales. Le rythme du travail agricole structurant la vie de la maisonnée imposait encore ses propres contraintes. Pendant les moissons, les corps épuisés trouvaient peu de temps pour l'intimité, mais au printemps, au milieu des champs fleuris, il devenait plus facile de s'éclipser. Les tâches effectuées à deux renforçaient de la complicité. En plantant, en sarclant, en récoltant, les gestes se synchronisaient, les regards se croisaient, une connivence se créait, loin des enfants et des anciens. La saison des fêtes, quant à elle, autorisait quelques libertés. Durant les vendanges, les marchés ou les grandes foires, les comportements se relâchaient légèrement, l'alcool aidant. Les danses, les chants, les échanges de cadeaux ou de friandises étaient autant de prétextes pour renouer un contact plus léger, plus visible. Mais même ces instants étaient encadrés par le regard collectif. L'honneur familial ne devait pas être terni. La réputation demeurait le capital social le plus précieux. Les couples qui voyageaient ensemble, par exemple en pèlerinage, profitaient d'une situation exceptionnelle. Loin des regards constants du village, ils découvraient un espace de liberté relative. Dormir dans une auberge ou sous la tente, affronter ensemble les aléas de la route, traverser forêts et montagnes, partager les prières, tout cela renforçait le lien conjugal. Ces voyages, certes pénibles, offraient parfois les seuls moments de solitude vécus à deux. Dans les foyers les plus aisés, les conditions matérielles différaient un peu. Les grandes demeures possédaient parfois des solars, petites pièces chauffées où le seigneur et son épouse pouvaient s'isoler. Mais ces chambres restaient souvent ouvertes aux enfants, aux serviteurs et même aux visiteurs. Les lits eux-mêmes témoignaient de cette réalité ambivalente, souvent entourés de lourds rideaux destinés autant à conserver la chaleur qu'à protéger symboliquement l'intimité du couple. Mais même ces rideaux n'assuraient jamais un isolement complet. La gestion des naissances et de la fécondité était un sujet essentiel, souvent tabou. Bien que l'Église ait fermement condamné toute forme de contraception, les savoirs circulaient discrètement entre femmes, transmis par les sages-femmes, les mères et les voisines. Tisanes abortives, calcul des cycles lunaires, pratiques empiriques formaient un corpus de connaissances parallèles, non reconnues, mais vitales pour celles qui souhaitaient espacer les naissances. Dans ce contexte, chaque naissance marquait une étape importante pour le couple. La grossesse elle-même était un temps à la fois de rapprochement et de restriction. Dès que les signes devenaient visibles, la doctrine recommandait l'abstinence, mais l'attente de l'enfant
apportait aussi une intimité émotionnelle plus profonde. La peur des complications, le rôle de la communauté lors de l'accouchement, la purification postpartum. Tout cela encadrait l'intimité d'une couche de rituels, de crainte et d'espoir mêlés. Enfin, l'éducation des enfants elle-même influençait la relation intime. Le père avait un rôle prépondérant dans la transmission des savoir-faire agricoles et artisanaux, la mère dans la socialisation domestique, et tous deux dans la préparation au rôle futur de leurs enfants. Leur amour ne se traduisait pas en gestes tendres visibles. Il s'exprimait dans l'attention, le soin quotidien, le respect des traditions et la volonté de transmettre ce fragile équilibre de savoir et de devoir. Dans ce monde où la survie primait, où chaque journée était une lutte contre la faim, la maladie et le froid, l'intimité du couple était donc une victoire quotidienne. Elle se vivait dans l'économie du geste, la discrétion du regard, la douceur cachée sous la rudesse des circonstances. Plus qu'une passion bruyante, elle était un fil tendu entre deux êtres, résistant malgré la promiscuité, les règles, les contraintes. L'intimité médiévale, malgré ses contraintes nombreuses, était façonnée par des codes subtils, une communication à demi-mot où les gestes les plus ordinaires prenaient un poids immense. Le simple fait de se frôler en s'échangeant un outil, de partager une coupe de vin, d'ajuster le fichu d'une épouse devenait un langage parallèle, décodé seulement par ceux qui vivaient cette complicité. Au cœur de ce monde de proximité forcée, l'absence temporaire devenait un luxe qui redéfinissait les équilibres. Lorsque l'époux partait pour un marché lointain, une foire ou même la guerre, la maison connaissait un vide soudain. Ce vide créait paradoxalement un espace pour la mémoire et le désir. Les lettres étaient rares, mais la mémoire des gestes quotidiens entretenait une forme d'intimité différée. À son retour, ces jours de séparation donnaient à la relation conjugale une intensité renouvelée, même si les retrouvailles devaient se vivre discrètement sous les yeux des enfants et des anciens. L'économie domestique jouait aussi un rôle fondamental dans ces dynamiques conjugales. Le couple était une unité économique autant qu'affective. Les décisions concernant l'exploitation agricole, les alliances matrimoniales des enfants, l'entretien de la maison et du bétail étaient prises ensemble, ou au moins négociées, dans une connivence silencieuse. Cette coopération quotidienne renforçait les liens profonds, parfois bien plus que les échanges amoureux idéalisés par les poètes. Le rôle des saisons ne se limitait pas à une contrainte météorologique. Elle définissait des cycles d'abstinence et de rapprochement, des périodes où l'épuisement prenait le pas sur le désir, d'autres où la légèreté du climat et la disponibilité du temps rendaient possible une intimité plus expressive. L'hiver était paradoxal. S'il rassemblait les corps sous les mêmes couvertures pour lutter contre le froid, il imposait aussi une fatigue psychique, une morosité qui pouvait peser sur les relations conjugales. À l'inverse, le printemps et le début de l'été apportaient une énergie nouvelle. Les travaux des champs, effectués côte à côte, offraient des occasions précieuses d'échanges furtifs à l'abri des regards. Mais ces libertés n'étaient jamais absolues. Le regard social pesait sur chaque geste. Voisins, parents, enfants, serviteurs constituaient un public permanent et parfois intrusif. Les rumeurs, si redoutées, pouvaient ruiner une réputation, entacher un honneur familial, dégrader la place d'un ménage au sein du village. Ainsi, le silence et la discrétion n'étaient pas seulement des vertus privées, mais des nécessités sociales. Les contraintes religieuses elles-mêmes contribuaient à structurer la vie intime. Le calendrier ecclésiastique, avec ses nombreuses journées où les rapports étaient interdits, créait un rythme discontinu, fait d'interdits et de permissions, où la patience devenait une compétence conjugale essentielle. La confession, obligatoire et fréquente, plaçait aussi la sexualité sous la surveillance spirituelle des prêtres. Les couples devaient apprendre à articuler leur vie intime
avec des prescriptions morales complexes, parfois contradictoires. La relation de la femme à la maternité transformait encore les équilibres conjugaux. La grossesse, considérée comme un signe de bénédiction divine, s'accompagnait d'une attention particulière, mais elle interdisait formellement toute relation physique dès lors qu'elle devenait visible. La naissance, suivie d'une période de purification où la jeune mère était exclue des rites communautaires, offrait néanmoins au couple une opportunité de renouvellement affectif, une tendresse partagée face à la fragilité de la vie. La mortalité infantile élevée imprégnait l'expérience intime d'une gravité poignante. Les couples apprenaient à aimer toutes en se préparant au deuil, à se réjouir d'une naissance tout en redoutant sa précarité. Ce poids de la mort, omniprésent, rapprochait souvent les époux dans une solidarité silencieuse. Pleurer ensemble, soutenir l'autre dans sa douleur, reconstruire un foyer après une perte, tout cela renforçait les liens invisibles de l'amour conjugal. Les serviteurs, apprentis et autres personnes vivant sous le même toit ajoutaient à cette complexité. Leur présence élargissait la maisonnée, créant de nouveaux défis pour la vie privée. Comment s'aimer quand des adolescents en apprentissage écoutaient à quelques mètres? Comment préserver l'intimité lorsque les servantes nettoyaient, cuisinaient ou brodaient dans la pièce commune? Là encore, les couples inventaient des codes, des horaires choisis, des déplacements prétextes, des regards complices. Dans ce contexte, la préparation du coucher devenait un rituel majeur. Il fallait éteindre le feu, répartir les couvertures, arranger la position de chacun dans l'espace restreint. C'est à ce moment précis que se glissaient parfois les échanges les plus intimes, protégés par l'obscurité relative et par l'épuisement général qui endormait peu à peu les autres membres de la maisonnée. La lumière et l'obscurité elles-mêmes façonnaient l'intimité médiévale. La lumière du jour était collective, consacrée au travail et à la communauté. La nuit, bien que partagée, appartenait davantage aux époux. C'était dans ces heures crépusculaires que l'amour pouvait s'exprimer, malgré la rudesse des conditions. Les gestes quotidiens devenaient, par nécessité, des marques d'affection silencieuse. Offrir le meilleur morceau de pain, réparer un vêtement abîmé, garder une part de bois sec pour l'autre. Ces gestes d'apparence anodine exprimaient une solidarité profonde, un attachement discret mais puissant. Ainsi, au fil des jours et des saisons, les couples médiévaux réussissaient à préserver une forme de tendresse au cœur même de la promiscuité et de l'austérité. Leur amour n'était pas celui des contes chevaleresques, mais un amour ancré dans la réalité, humble, patient, résilient. Il se tissait dans les interstices du quotidien, trouvant sa force dans cette capacité à aimer non malgré les contraintes, mais à travers elles. Dans cette société médiévale, façonnée par la proximité constante et la surveillance implicite des regards familiaux et communautaires, la notion même d'intimité était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui nous semble aujourd'hui relever d'un domaine strictement privé appartenait alors à un espace collectif, où chaque moment, chaque geste, chaque soupir résonnait dans une pièce partagée. Mais les couples médiévaux développaient, au fil du temps, des stratégies fines pour préserver cette sphère intime, aussi ténue soit-elle. Ces stratégies passaient souvent par une forme de codification, des mots à double sens, des allusions banales en apparence mais claires pour l'autre, des rituels subtils intégrés aux tâches communes. Une remarque anodine sur l'état du feu pouvait signifier qu'il était temps de se retrouver. Un commentaire sur le bétail pouvait être interprété comme une invitation à se retrouver dans l'étable, plus à l'écart. Le rôle de la maison elle-même ne peut être sous-estimé. Même la plus humble chaumière était conçue de manière à optimiser l'espace tout en maintenant cette nécessaire coexistence. Dans les maisons plus riches, on aménageait parfois un coin plus intime, non pas une chambre au sens moderne du terme, mais une alcôve protégée par des rideaux, symboliquement fermés au regard, mais dont chacun savait
qu'elle n'offrait qu'une intimité relative. Dans les familles plus modestes, tout se jouait autour du foyer, la seule source de lumière et de chaleur. Ce foyer devenait un théâtre d'interaction où se mêlaient les discussions pratiques, les histoires racontées aux enfants, les prières collectives, mais aussi les regards échangés discrètement entre époux. La disposition des lits autour de ce foyer central témoignait aussi des hiérarchies familiales. Les aînés près des braises, les jeunes contre les murs froids, les serviteurs là où il restait un espace. La religion imposait sa structure morale omniprésente, dictant non seulement les jours d'abstinence, mais aussi les intentions permises. L'amour physique devait être tourné vers la procréation, jamais vers le simple plaisir. Les sermons rappelèrent régulièrement aux fidèles la gravité des péchés charnels et les exigences morales du mariage chrétien. Pourtant, dans la réalité des foyers, ces injonctions étaient souvent adaptées. La nécessité de maintenir l'harmonie conjugale primait parfois sur la stricte orthodoxie. L'absence de toute forme d'hygiène moderne ajoutait une dimension physique bien particulière à l'intimité médiévale. Les corps fatigués, marqués par le travail et rarement lavés, étaient habitués à supporter des odeurs que nous jugerions aujourd'hui insupportables. Ce n'était pas un obstacle à l'amour, mais une composante normale de la vie conjugale. Partager ces odeurs, ces textures, ces sensations corporelles était une manière d'appartenir au même monde, d'habiter ensemble la même condition matérielle. La connaissance populaire des cycles féminins offrait aussi aux femmes un certain pouvoir discret. Même si l'Église condamnait tout usage de contraceptifs, de nombreuses femmes connaissaient les herbes et les périodes du cycle qui pouvaient influencer une conception. Ces savoirs circulaient oralement, dans des conversations murmurées entre voisines, à l'ombre d'un marché ou sous le prétexte d'une visite amicale. Cette maîtrise discrète du corps féminin donnait aux épouses un rôle actif dans la régulation de leur propre fécondité, même dans un cadre très contraignant. L'éducation des enfants elle-même intégrait ces réalités. Très tôt, ils apprenaient à respecter ces zones floues où la pudeur des adultes demandait une certaine discrétion. Ils voyaient sans voir, entendaient sans écouter, comprenaient sans poser de questions. C'était une sorte de pacte tacite qui leur était transmis. Ce que vous voyez ici appartient aux adultes, ce que vous entendrez n'est pas à répéter. Ce processus éducatif assurait à la fois la continuité des habitudes communautaires et la préservation d'un minimum de respect pour l'intimité parentale. L'arrivée d'un hôte, d'un voyageur ou d'un travailleur saisonnier modifiait temporairement cet équilibre fragile. L'obligation d'hospitalité, sacralisée par la religion et les coutumes locales, obligeait les familles à ouvrir leur espace, à accueillir parfois pour plusieurs jours ou semaines des étrangers dans l'espace commun. Ces situations compliquaient davantage la gestion de la vie intime, mais participaient aussi de la vie sociale et économique du village. Là encore, les couples apprenaient à se contenter de signes discrets, de tendresses différées, de simples frôlements des doigts au moment de servir la soupe. Les chansons et les contes de la tradition populaire avaient aussi un rôle à jouer dans cette intimité médiévale. Ces histoires racontées au coin du feu étaient une manière d'exprimer des désirs, des regrets, des rêves inavouables, sous une forme acceptable pour l'assemblée familiale. Les époux pouvaient s'adresser des allusions à travers ces récits, partager des clins d'œil au détour d'un poème chanté, glisser des messages codés que seuls eux comprenaient. Ces traditions orales constituaient une forme de communication affective collective, où l'intime se mêlait au rituel communautaire. Enfin, le vieillissement apportait ses propres transformations. Avec l'âge, la sexualité se faisait plus rare, mais la tendresse se renforçait. Les vieux couples se témoignaient leur amour par des soins quotidiens, une attention particulière à la santé de l'autre,
une complicité forgée par des décennies de vie commune dans un espace où rien ne leur avait jamais vraiment appartenu, sauf cette fidélité silencieuse et constante. Ainsi, dans ce monde médiéval marqué par la dureté des conditions matérielles, l'intimité conjugale se construisait comme une résistance discrète, non pas en s'exprimant librement comme un droit individuel, mais en s'infiltrant dans les moindres interstices du quotidien, en trouvant son espace dans les marges du collectif. C'était une intimité de regard, de gestes, de codes silencieux, une intimité qui ne se définissait pas par l'absence d'autrui, mais par la capacité à préserver quelque chose de précieux, même sous la surveillance permanente des proches et des voisins. À mesure que la lumière vacillante de la chandelle s'éteint dans cette chaumière du XIVe siècle, ce n'est pas seulement l'obscurité qui descend sur la pièce, mais un monde entier de codes, de conventions et de gestes silencieux qui se déploient. Ce monde n'est pas seulement celui de la survie matérielle, mais celui, plus fragile encore, de la tendresse préservée. Les couples médiévaux ne disposaient pas des refuges modernes de la chambre close et du verrou. Leur intimité s'inventait dans les creux laissés par la promiscuité, dans les regards qui en disaient plus que les mots, dans la complicité muette tissée au fil des années. La pratique même de la confession, imposée par l'Église, faisait entrer la sexualité des couples dans un domaine paradoxal. Le plus intime des actes devait pouvoir être décrit à voix haute devant le prêtre, exposé à une autorité extérieure, mais en même temps protégé du jugement social par le secret de la confession. Ce double regard, intérieur et extérieur, façonnait la perception médiévale du couple. L'amour était à la fois une affaire privée et une affaire publique. Le mariage était indissociable d'un réseau d'obligations. La femme devait obéissance à son époux, mais celui-ci avait lui-même des devoirs précis de fidélité, de respect et de provision. Ces obligations n'effaçaient pas les désirs personnels, elles les encadraient, les canalisaient, leur donnaient une forme socialement acceptable. Le couple devait apparaître uni non seulement pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons économiques. La stabilité familiale assurait la continuité des biens, la transmission des savoir-faire, la cohésion des générations. Les contextes de guerre ou de voyage venaient perturber cet équilibre. Les départs des hommes laissaient derrière eux des femmes responsables de la maisonnée, parfois pendant des mois entiers. Ces absences faisaient naître de nouvelles formes d'intimité différées. Un vêtement conservé, une prière répétée, la conservation méticuleuse d'un objet appartenant au conjoint absent. Ces petits gestes intimes permettaient de maintenir le lien malgré la distance physique, offrant à l'épouse une manière de préserver une présence invisible, mais affective. L'évolution progressive de l'habitat au fil des siècles médiévaux accompagna aussi, lentement, un changement dans les pratiques d'intimité. À partir du XIIIe siècle, dans certaines régions, apparaissent les premières maisons avec plusieurs pièces séparées, des espaces légèrement plus cloisonnés, permettant aux couples aisés d'imaginer un isolement relatif. Ces innovations architecturales restaient toutefois marginales. La grande majorité des foyers continuèrent de vivre dans une seule pièce jusqu'au début des temps modernes. Les festivités, quant à elles, autorisaient ponctuellement un relâchement des codes. Lors des mariages, des fêtes de moisson, des carnavals, les danses, les chants, les jeux populaires favorisaient un contact plus libre entre hommes et femmes. Ces moments, éphémères mais intenses, permettaient au couple de renouer avec un peu plus de légèreté, de se montrer tendre sans crainte d'être jugé. C'était aussi dans ces occasions que les jeunes observaient discrètement les interactions des anciens, apprenant à lire les signes, à décrypter les gestes qui, demain, guideraient leur propre vie conjugale. Mais la vraie beauté de cette intimité médiévale résidait peut-être dans sa capacité d'adaptation. Chaque couple, à sa manière, inventait des solutions pour composer avec les contraintes. Se lever un peu plus tôt pour profiter d'un instant seul, envoyer les enfants accomplir une corvée
afin de libérer quelques précieuses minutes, glisser une allusion tendre dans une conversation anodine. Cette créativité discrète témoignait d'une forme de résilience et d'attachement profond. Aimer au Moyen-Âge signifiait trouver sa place dans un monde de règles strictes, mais aussi dans une communauté où rien ne vous appartenait vraiment, sauf ces instants volés à l'ordre commun. Même la vieillesse ne mettait pas fin à cette tendresse discrète. Avec le temps, les gestes devenaient plus calmes. La passion s'effaçait peut-être, mais la complicité subsistait. Les vieux époux continuaient à partager la même couche, les mêmes draps rapiécés, la même tasse de bouillon devant l'âtre. Le soin apporté au corps fatigué de l'autre, le soutien au quotidien, la mémoire des deuils traversés ensemble, tout cela formait une intimité profonde et durable, forgée dans l'épreuve. Enfin, au cœur même de cette existence rude et collective, une forme de poésie persistait. La reconnaissance implicite que l'amour, pour exister, n'avait pas besoin de murs épais ni de silence absolu. Il suffisait d'une main discrètement tendue sous la couverture rugueuse, d'un souffle échangé dans la pénombre, d'une fidélité maintenue à travers les saisons. C'était cela, l'intimité médiévale. Un art de composer avec le monde, de s'aimer malgré tout, dans l'exiguïté et sous le regard des autres, avec pudeur mais aussi avec une authenticité farouche. Aujourd'hui, lorsque nous repensons à ces foyers minuscules où tant de vies se croisaient, il faut imaginer non pas une misère affective, mais une forme d'amour résilient, patient, enraciné. Ces couples ne connaissaient ni la porte fermée à clé, ni le confort de la solitude, mais ils cultivaient une proximité précieuse, un langage secret fait de silences éloquents et de gestes mesurés. Ils savaient que l'amour se mesurait non pas en heures isolées, mais en instants partagés au milieu des autres. Ils savaient qu'aimer signifiait tenir la main de l'autre dans le froid, se souvenir d'un regard, préparer un repas à deux, affronter ensemble la rudesse des saisons, se retrouver chaque soir dans la lumière tremblante des braises, avec cette certitude simple mais puissante. Même sous le regard de tous, ce moment, ce souffle, cet échange leur appartenait,